Alors la SIAP, coopérative d'installation en agriculture paysanne, a été créée en Loire-Atlantique en 2012 pour relever un défi majeur qui est le renouvellement des générations en agriculture, puisque comme chacun sait aujourd'hui, 50% des agriculteurs ont plus de 55 ans et donc il va falloir renouveler cette population, ce qui est très difficile aujourd'hui puisque un enfant de famille agricole sur 3 seulement reprend l'activité des parents. Et alors, dans le même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les néo-ruraux qui ont frappé à la porte pour revenir à l'agriculture. Donc aujourd'hui, on a décidé, nous, d'accompagner ces gens qui viennent d'horizons très divers, qui souvent ont des bagages intellectuels très intéressants et qui ont envie justement de revenir à la terre pour s'installer avec des valeurs que nous partageons. Alors quelles sont ces valeurs? C'est avant tout la protection de la biodiversité, de l'environnement et pour pouvoir promouvoir une agriculture de qualité, donc préférentiellement en agriculture biologique. Alors, après la création en 2012 en Loire-Atlantique, cette SIAP a été essaimée dans les différents départements de la région. Donc tous les départements, Vendée, Loire-Atlantique, je l'ai dit, Mayenne, Maine-et-Loire et Sarthe. Alors aujourd'hui, nous sommes en Sarthe et dans les différents départements autres que la Loire-Atlantique, les SIAP ont été créés en début 2015. Donc le but, je vous l'ai dit, renouveler les générations d'agriculture, faire de l'alimentation de qualité principalement en agriculture biologique et aussi aujourd'hui répondre à un enjeu qui est très intéressant, c'est de pouvoir approvisionner la restauration collective. Et donc pour ce fait, nous avons créé en Sarthe ce qu'on appelle les communes Septembio, qui permet de travailler avec les collectivités pour installer des porteurs de projets qui puissent être en mesure de proposer sur leur territoire des produits issus de l'agriculture biologique et dans ce but aussi répondre à la fameuse loi Egalim où les collectivités doivent inclure 20% d'alimentation bio dans les assiettes des enfants. Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes agriculteurs? Alors les difficultés majeures que les jeunes agriculteurs rencontrent aujourd'hui, c'est d'une part l'accès au foncier. La terre est de plus en plus chère. Les fermes sont de plus en plus grosses et donc elles sont de plus en plus difficiles à transmettre. Et quand un producteur, un nouvel agriculteur veut s'installer, par exemple en maraîchage, même sur 2 hectares, il a un mal de chien à trouver 2 hectares, alors qu'à côté, il y a des fermes qui font 200 à 300 hectares. Et ça, c'est un gros problème. Et la deuxième difficulté qui fait le jour aujourd'hui, tout le monde en parle dans les médias, c'est l'accès à l'eau. On sait que ça devient problématique. Il y a un véritable partage que l'on doit mettre en œuvre pour que l'eau puisse être accessible à tous et dans des quantités justement mesurables et la plus juste possible pour pouvoir développer ce type d'agriculture. On va passer du coup à la phase échange et témoignage. Donc le thème de l'après-midi, c'est l'engagement des collectivités dans l'installation de paysans et paysannes sur leur territoire. Et donc on va commencer par la commune d'Écommois, voilà, où Jocelyne Vasseur, élue Écommois, va nous dire pourquoi leur envie d'installer quelqu'un sur leur territoire. Et puis comment ça s'est fait, et puis je donnerai la parole aussi à Claire Brault, qui est la future maraîchère, sur aussi son processus d'installation. Merci, bonjour. Alors, du coup, nous, l'idée de favoriser l'installation d'une paysanne sur le secteur est partie d'un souhait de développer les produits locaux et surtout les produits bio au niveau du restaurant scolaire. Nous accueillons à peu près 400 rationnaires par jour, donc ça donne déjà un volume intéressant.
Donc voilà, c'était le constat au début du mandat, en fait, en 2020. On ne savait pas trop comment procéder et les associations professionnelles donc, qui ont déjà été citées nous ont proposé de nous accompagner avec le principe des communes Semtambio. Donc on est parti sur cette idée. Comme l'a dit Aurélien tout à l'heure, on a commencé par faire un diagnostic agricole sur la commune. On a rencontré tous les agriculteurs pour voir s'il se dégageait quelques surfaces disponibles. Il s'est avéré que c'était un peu compliqué. On avait repéré une parcelle qui est propriété de la commune, qui était mise à disposition par un agriculteur. Donc ça nous semblait être une bonne idée de la mettre à disposition du porteur de projet. Ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Du coup, on a été obligé d'abandonner le projet. Et puis, par chance, Claire a trouvé un autre endroit. Claire n'a pas trouvé, Jean-Luc a trouvé. Jean-Luc, voilà, par une discussion, a trouvé une parcelle sur laquelle pouvait s'installer Claire. Donc ça y est, au niveau administratif, c'est bouclé. Donc, il n'y a plus qu'à faire le travail pour approvisionner notre restaurant scolaire. Voilà. Alors, du coup, je complète un tout petit peu. Du coup, oui, ça a été un peu... Le parcours à l'installation n'a pas été simple, parce que comme a dit Jocelyne, je devais m'installer sur un premier terrain qui finalement, ça ne l'a pas fait parce que pour plein de raisons différentes, mais... Pour vous donner un peu une idée de ce que ça a fait, le lundi soir, je présentais le projet à la mairie. Le mardi, j'apprenais que finalement, ça allait être compliqué. Le mercredi, super Jean-Luc m'appelait pour me dire qu'il avait peut-être un terrain. Merci Jean-Luc, vraiment. Du coup, c'est fini en partie, mais pas vraiment. En fait, c'est juste un nouveau chapitre qui s'ouvre. Parce que comme on parlait de l'eau, par exemple, ça va être assez compliqué. En fait, la Chambre d'agriculture m'a dit normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Le GAB m'a dit ça va être compliqué. Et du coup, la DDT prend un peu de temps parce que la personne n'est pas là en ce moment. Enfin, c'est tout un process qui est assez complexe. Maintenant, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place sur le bassin du Loir, du coup, qui est quand même assez large, où je vais prendre part, du coup, parce que c'est important, l'eau. Après, il y a encore d'autres combats. J'ai appris ce matin que j'avais une antenne de relais qui était construite juste à côté du terrain. Enfin, il y a toujours des choses, en fait, ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours des combats qui continuent, ça, voilà. Mais on parlait d'envie de s'installer, et ben, heureusement que l'envie est là, sinon on ne serait pas là. Et du coup, c'est quand même un chouette projet, et bon, faut juste avoir les reins solides. Et c'est chouette d'être bien entouré, du coup, parce que je sais qu'il y a toujours des gens en relais, des personnes ressources. C'est même pas des gens en relais, c'est des personnes vraiment ressources qui sont là pour aider. Faut que tu précises, tu t'installes avec les aides, oui, je m'installe avec les aides en parcours, du coup, aider lambda. Qu'est-ce que tu voulais oui, avec les aides d'installation. Oui, avec les aides d'installation, c'est ça. Tu n'es pas issu du monde agricole. Je suis une néo-rurale, exactement. Ouais. Tu peux raconter, en fait on se connaît un peu, je me permets de tutoyer Claire, Claire est ma cousine. Tu peux raconter un peu ton parcours à l'installation, combien de lieux ou de sites d'installation tu as eu à faire avant de pouvoir essayer de poser tes valises à Ecomois, on va dire. Comment t'es venu et ça peut commencer par ça, comment t'es venue l'idée de Il était une fois. Alors ça, je vais peut-être le faire en très court. En fait, j'étais censée être instit, j'étais instit pendant un moment, et en fait, depuis que j'ai 20 ans, je fais du stop et je vais travailler, je fais du woofing dans plein de fermes différentes. Et jusqu'à ce que je me dise, finalement, j'aime bien cultiver, mais je crois que je préfère cultiver les légumes que les enfants. Du coup, on va faire ça plutôt. Et du coup, le parcours à l'installation, il y a 2 ans et demi, 3 ans, je perds un peu... Il y a 3 ans, j'ai failli m'installer à Étival, sur un lieu avec d'autres personnes. On avait déjà fauché le foin, on était plein d'enthousiasme, et finalement, ça a capoté. Du coup, j'ai retrouvé un autre lieu où je me suis installée pendant 1 an, et puis finalement, ça a capoté.
Bon, je vous fais un peu grâce dès 1 an et demi où je suis allée voir plein de terrains et ça n'a pas marché. Et du coup, ensuite, Ecomois, où ça a capoté au tout dernier moment. Et là, ce terrain, enfin, où j'ai cru que ça allait capoter parce que la banque n'allait pas suivre. On parlait des investissements. Une des banques ne m'a pas suivi parce qu'ils ne croyaient plus en le bio. C'est un peu surprenant, mais bref. Du coup, j'ai cru que c'était ça qui allait faire que ça allait capoter cette fois-ci, mais non, ça l'a fait. Du coup, bah voilà, c'est bon. Là, cette fois-ci, tout est signé. Il n'y aurait plus qu'à planter les légumes et semer des choses, mais bon, il y a plein d'autres choses à côté à faire finalement. C'est un parcours. Vas-y. Par contre, à partir du moment, enfin, je dirais entre le moment où Ecomois a commencé à se dire, tiens, ce serait bien qu'on. Et l'installation, il y a combien de temps À peu près 3 ans, parce que nous, c'était un projet de début de mandat. Donc voilà. Du coup, je suis allée aussi voir d'autres terrains avant aussi avec la mairie d'Ecomois, avec Michel Brouet, c'est ça? Bref. Oui, ça, c'était dans le cadre du diagnostic. Ouais. Bon, du coup, il y a eu plein de choses qui ont été faites, mais ça, pour que quelque chose aboutisse vraiment, finalement, il faut faire plein de tentatives. Oui, parce que j'ajouterais que je crois que Jean-Luc, tu en as parlé tout à l'heure, mais la recherche de foncier disponible est très très compliquée. Quelle surface Presque 2 hectares, du coup. Quand on parle de foncier, de recherche de foncier disponible, c'est vrai que ça fait un peu sourire parce que on voit les surfaces que certaines exploitations, nous par exemple, on a 50 hectares, on est obligé, mais on prête 70 arts à un maraîcher parce que son voisin qui a 200 hectares à côté de lui est capable de lui laisser 50 hectares. Voilà, c'est un petit peu. On parlait du partage. Tout à l'heure, on parlait du partage de l'eau. Le partage de la terre va peut-être falloir aussi. C'est un combat aussi qu'il faudrait faire entendre à ceux qui sont installés, qui ont déjà. Qui touchent plus un certain pactole chaque année. Et accepter de libérer 1 hectare. Ça pourrait être une discussion au niveau cantonal pour que ça mûrisse dans les têtes et que les gens acceptent de libérer quelques hectares de temps à autre. C'est aujourd'hui, mais ça peut venir. Mais parce qu'on n'évoque pas forcément cette problématique-là, peut-être, et ils ne sont pas forcément toujours au courant. Ça peut permettre une installation d'une personne, 2 personnes. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est en élevage que ça pourrait poser presque plus de problèmes, mais pas forcément. Non. Parce qu'en fait, des fermes en élevage, il y en a à reprendre. C'est vrai que 2 hectares, c'est presque... Trop beau. Du coup, au niveau de la SIAP, toi, tu as fait la formation paysan créatif. Tu peux en dire 2 mots Oui, du coup, j'étais en stage paysan créatif pendant 1 an. En fait, je suis rentrée dans le stage, j'avais encore mon ancien terrain à Saint-Georges-du-Bois. Et alors normalement, le stage paysan créatif, c'est on passe quelques jours chez des paysans référents et quelques jours sur son lieu de production pour justement avancer un peu des 2 côtés et puis avancer tranquillement. En fait, continuer à se former tout en mettant les mains dans la terre sur sa propre structure, quoi. Du coup, moi, j'ai eu ma propre structure pendant 3 mois et après j'étais libre entre guillemets, ce qui m'a permis d'avoir en fait, normalement on a 1 ou 2 paysans référents, moi j'en avais 5. Du coup en fait toutes les semaines, je passais toute ma semaine, j'étais chez un semencier, un paysan semencier qui est à Sille-Guillaume, j'étais chez les Panlous qui sont en maraîchage à Cromières, j'étais chez un arboriculteur à Sargé. Marc Lemo. Après, je suis allée un peu plus loin, je suis allée carrément en Normandie, dans le Grand Nord, et puis un peu plus dans le sud, avec Vincent Favreau, qui est du côté de Saumur, lui. Du coup, voilà, c'était vraiment très très formateur, parce qu'en fait, j'avais fait un BPRA juste avant, l'année d'avant. Et le BPRA, c'est très bien pour l'entreprise, mais on a 8 semaines de stage. Bon, j'avais fait plein de woofing avant quand même aussi, mais c'est quand même pas la même chose finalement quand on n'est pas que les petites mains, mais on est les petites mains et la tête, ça change quand même pas mal de choses. Du coup là c'était bien le paysan créatif de se mettre dans le process de vraiment s'installer et de vraiment poser des questions qui ne sont pas les mêmes quand on est en woofing ou quand on projette de s'installer très très prochainement.
Du coup, c'est très profitable. Une question par rapport aux collectivités locales et notamment ça concerne toutes les deux. Hein. Comment vous faites pour gérer l'écoulement des produits en période de vacances? Alors nous, en période de vacances, on a le centre de loisirs de la communauté de communes qui prendra le relais. Alors avec moins de rationnaires, bien sûr, mais c'est encore un point à éclaircir, je dirais. Toi, tu as rencontré le cuisinier Du coup, j'ai rencontré le cuisinier d'Ecomois, qui est très volontaire, qui a très envie de travailler en local. Moi, c'est pas prévu que je fasse que de la restoco. Du coup, je vais créer aussi une app pour en fait faire. Oui. Et comme tu disais, il y a aussi la restauration pendant les vacances, un petit peu moins. Mais bon, après, c'est pas très grave. Ça sera juste répercuté sur les Amapiens. Et ils auront plus de sauce tomate et plus d'aubergines. Et puis voilà, c'est tout. À quand les premiers légumes? Si tout se passe bien en juillet. Si tout se passe bien en juillet. Du coup, avec la mairie d'Ecomois, début mai, on va faire une première réunion pour la MAP. Fin mai, il y a une petite fête qui est organisée sur le village qui s'appelle la fête de l'écoparc. La fête de l'écoparc. En juin, il y aura une porte ouverte sur la ferme et du coup, en juillet, normalement, les premiers paniers arriveront. Les serres ne sont pas encore montées, mais on y va. Et on va passer au deuxième témoignage, donc le témoignage du pays fléchois, donc avec Pierre Giroux, Jennifer Pichonneau et Monsieur Chauvin, élu pays fléchois. Merci. Je vais peut-être pas donner la parole à Pierre directement, plutôt. Non. On pose le cadre d'abord et le cadre d'intervention avec justement l'impulsion du pays fléchois au départ. C'est vrai que nous, on est territoire engagé pour la nature depuis 2019. C'est Jennifer d'ailleurs qui travaille ardemment sur ce sujet-là. Et donc, on a un certain nombre de dossiers qu'on avait déposés, d'actions qu'on voulait entreprendre. Et parmi ces actions-là, une des actions, c'était de l'éco-pâturage sur l'ensemble du pays fléchois, donc sur plusieurs communes, de manière à développer justement d'autres pratiques, aller dans le sens un peu de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est toujours aussi une question de philosophie. Et donc cette action-là, cofinancée dans le cadre du TEN par la région aussi, il faut le dire, cette action-là, Jennifer l'a développée, et donc on cherchait quelqu'un pour cet éco-pâturage. Sachant qu'en ovin sur le pays fléchois, je dirais que ça court pas les rues, il n'y en a pas beaucoup. Donc on était quand même un petit peu embêtés, il faut le dire, un peu bloqués. Jennifer va préciser tout ça aussi. Mais voilà, il y avait vraiment cette volonté politique d'aller dans ce sens-là, parce qu'on a aussi des parcelles pour lesquelles justement des actions mécaniques se prêtent pas, et donc ça, c'était vraiment pour nous pas seulement faire quelque chose de bien pour la nature, c'était aussi se faire quelque chose de bien pour nous, se faire du bien à nous, entretenir des parcelles qui sinon étaient problématiques. Et voilà, je tiens à le préciser, c'est vraiment c'est du gagnant-gagnant, et c'est bien comme ça qu'il faut le voir, vraiment. Mais je vais laisser la parole peut-être à Jennifer pour préciser les actions, et puis ensuite à Pierre. Merci. Donc, je suis chargée de projet TEN, donc territoire engagé pour la nature depuis 2020. Sur la communauté de communes du pays fléchois, donc du coup on porte un projet d'éco-pâturage depuis 2021, tout début 2021. Où en fait on a commencé un peu à recenser toutes les parcelles potentielles au niveau de la communauté de communes. Donc on a fait le tour des 14 communes qui font partie de la Comcom. On a recensé donc 7 communes, ou du moins 7 collectivités dont la CCPF est également partie, parce qu'elle est propriétaire également de parcelles sur lesquelles il y aura de l'éco-pâturage. Donc l'objectif c'était vraiment de faire un petit tour d'horizon et puis après de trouver un exploitant qui puisse nous accompagner dans cette démarche. Donc l'objectif c'était surtout d'aller sur des exploitations agricoles existantes et de ne pas faire de la prestation d'éco-pâturage, parce que c'était pas l'objectif non plus, et c'était de refaire le lien avec notre territoire agricole. Donc voilà, on a cherché pendant un an et demi, on a désespéré très longtemps, donc voilà. Et Pierre a réussi, on a eu des contacts via la SIAP du coup,
et on a réussi à monter notre projet dans ce sens-là par la suite. Donc on a actuellement 7 collectivités qui sont concernées, ça représente quasiment 34 hectares de parcelles publiques qui seront gérées par éco-pâturage, que ce soit des prairies, en zone humide ou en zone sèche, des friches, des landes, voilà, on balaye complètement toutes les dynamiques végétales. Et voilà, l'objectif c'était vraiment qu'on puisse monter à même un projet viable et qu'il puisse du coup monter son exploitation sur le territoire, ce qui est encore mieux, et en bio, donc du coup voilà, qui va complètement dans notre philosophie de travail. Bonjour à tous, donc moi c'est Pierre Giraud, j'ai bientôt 30 ans, cette année d'ailleurs. Et donc j'ai fait une reconversion professionnelle il y a 3 ans maintenant, et au moment où il fallait trouver du foncier, c'était compliqué. C'était compliqué parce que, comme Jean-Luc l'a dit tout à l'heure, moi je suis un IMA, donc non issu du milieu agricole, et forcément les mentalités ne sont pas toujours faciles pour intégrer le milieu agricole. Donc il a fallu que je fasse un BPREA, donc ça je l'ai fait. Il faut savoir aussi qu'avant de m'orienter définitivement dans l'élevage, j'ai fait du maraîchage, donc j'ai fait un BPREA maraîchage. Et initialement, ensuite, après le BPREA, j'ai voulu faire maraîchage et élevage, parce que je suis passionné de chien de troupeau en fait, tout simplement. Donc je voulais absolument des moutons sur mon exploitation, quoi qu'il en soit. Et en fait, au fil des expériences, grâce au stage paysan créatif que j'ai fait avec la SAF, je me suis rendu compte que finalement, non, ce ne serait pas du maraîchage que je voulais faire, que c'était trop physique, et surtout que j'avais peur aussi avec le réchauffement climatique et les problématiques en eau qu'on rencontre aujourd'hui. C'était quand même quelque chose d'assez problématique. J'avais aussi peur, en toute franchise, par rapport aux grandes vacances, où c'est là où on vend le plus de légumes, grosso modo, et que si vous travaillez avec des collectivités ou autres, ou des particuliers qui partent en vacances, c'est toujours un peu plus difficile pour écouler les stocks. Donc moi, je ne me sentais pas à l'aise avec ça, mais je suis orienté du coup vers l'élevage. Au début du stage paysan créatif, il y a Aurélien qui m'envoie un mail de Madame Pichonneau me disant qu'il cherchait quelqu'un sur le territoire pour justement installer un éleveur, soit ovin, soit caprin. C'est un petit peu les deux espèces qui vous intéressaient. Donc on s'est rencontrés en septembre 2021. Et officiellement, les baux ont été signés début février 2023. Donc ça témoigne du temps que ça a mis. C'est ça. Et en plus de ça, il faut savoir aussi que c'était pas forcément dès le début que je me suis lancé sur l'éco-pâturage communautaire, parce qu'en parallèle, je cherchais une exploitation avec plus ou moins de réussite. Il faut M. Gomez qui m'a beaucoup accompagné avec la SAFER pour trouver une exploitation. Jean-Luc Coulon avec d'autres adhérents de la SIAP qui m'ont accompagné aussi sur 4 fermes, je ne sais plus, et qui a toujours été très compliqué. Donc finalement, on a convenu que le portail d'activité serait la meilleure des solutions. Pourquoi? Parce que j'avais des terres avec la CCPF, ce qui me permettait de le sécuriser via des baux ruraux environnementaux, quand même une durée de 9 ans, c'est une sécurité non négligeable pour quelqu'un qui s'installe, mais aussi parce qu'en plus de l'éco-pâturage, je propose des services, je propose de la viande d'agneau, ce qui me permet d'avoir différentes sources de revenus, et surtout de ne pas tout mettre dans le même panier, ce qu'il ne faut surtout pas faire aujourd'hui, à mon sens, quand on est entrepreneur. Et donc je remercie la Ligue de la Flèche et surtout la CCPF pour leur soutien dans tout ce projet-là, parce que travailler sur plusieurs communes, bon certes c'est du travail, mais c'est aussi important de voir l'élan que ça apporte. Je vois aussi l'adjoint de Clermont-Crayon qui est là avec un autre adjoint aussi, qui est éleveur bovin sur la commune, donc c'est important de se sentir soutenu pour mener un tel projet. C'est ça. Donc voilà, je remercie tout le monde parce que sans leur soutien et sans la ténacité de Mme Pichonneau, tout ça, ça n'aurait pas été possible. Donc merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, du coup, je voudrais avoir une petite précision, s'il te plaît. Tes bêtes, alors, elles sont toujours quelque part dans la communauté de communes, et pour l'hébergement des bêtes, comment ça se passe? Il y a des locaux construits dans sur chacune des parcelles, comment ça marche? En fait, moi, je me qualifie de paysan sans terre, c'est-à-dire que je ne possède rien du tout. C'est vrai en plus, ça. Je ne possède aucune terre, même pas un hectare, tout est sur les parcelles des communes, et je prône l'élevage en plein air. C'est-à-dire que mes animages vont avoir lieu en plein air.
Typiquement, pour vous raconter une petite anecdote, ce week-end j'ai déplacé mes animaux de La Fontaine-Saint-Martin à La Flèche. Et pendant la contention, malheureusement, j'ai une miel qui s'est fracturé une patte totalement hier. Donc, voilà. Mais du coup, mes animaux se déplacent tout le temps. Ils ne sont jamais trop longtemps sur la même parcelle, pour des raisons toutes simples. En fait, c'est pour le parasitisme, éviter qu'il y ait trop d'animaux sur les mêmes surfaces, mais aussi parce que je peux offrir une variété alimentaire assez importante à mes animaux pour que derrière, dans le goût de la viande, on le ressente. Je vais juste compléter quand même sur la partie TEN, c'est quand même pas mal. Sur la partie biodiversité, et du coup, l'ensemble des parcelles qui sont mises en pâturage du coup, sur les communes. Donc il faut savoir que l'ensemble des parcelles ont été inventoriées, donc en termes de faune et de flore, pour savoir un peu ce qu'on avait à un état zéro sur ces parcelles. L'objectif, ce sera d'y retourner quelques années après et de voir un peu l'évolution des parcelles suite au pâturage, et de voir si ça a été bénéfique ou non, qu'est-ce qu'on peut améliorer ou pas, comment on peut revoir le pâturage si besoin, sachant qu'on a des parcelles d'intérêt patrimonial, d'intérêt communautaire, des parcelles avec des espèces protégées, ou non. Enfin voilà, on a un panel assez large. Donc voilà, l'objectif c'était aussi de savoir où on mettait les pieds et de donner aussi des informations quant à la pression de pâturage qu'il aura sur ces parcelles, au nombre d'animaux qu'il aura à mettre sur ces parcelles et les périodes aussi, étant donné que certaines sont en zone humide et donc du coup complètement trempées l'hiver. Donc voilà, on réoriente nous en fonction des éléments qu'on a pu collecter sur la biodiversité pour qu'il puisse lui s'adapter en fait aux parcelles. Aussi, petite précision, je propose de l'éco-pâturage aussi bien donc avec les collectivités, mais aussi aux entreprises et aux particuliers en fonction de la surface, et éventuellement aussi aux associations. J'ai l'association NATI qui est intéressée par mes services sur le territoire de la CCPF. Donc, Et le dimensionnement du troupeau, ce serait quoi l'objectif, d'avoir combien de mères Alors, idéalement, ce serait de pouvoir faire entrer ma compagne sur la ferme. Donc, l'idée, ce serait que la partie éco-pâturage puisse générer un salaire, que la partie élevage puisse générer un salaire, de façon à ce qu'on puisse s'en sortir. Donc, j'estime entre 200 et 250 mères à peu près. Et aujourd'hui, vous en avez combien? Aujourd'hui, j'ai 81 brebis, 10 chèvres et 2 mini-poneys Shetland. T'as pas dit la race? Les brebis, alors c'est Landes de Bretagne et Ouessant, donc c'est brebis locales. Et les chèvres, c'est des chèvres défaussées. Donc j'en profite également pour parler que je travaille avec le CRAPAL, le Conservatoire régional animal des Pays de la Loire. Donc c'est des races à faible effectif qui sont menacées d'extinction. Donc là, les effectifs repartent bien en ce moment. Et donc ça me tient à cœur de revaloriser ces races-là parce que ce sont des races qui supportent mieux que les races dites à viande, et elles supportent mieux tout ce qui est sécheresse, tout ce qui est, on va dire, l'accordéon, quand la brebis peut perdre du poids ou en reprendre en fonction des saisons, etc. Donc c'est bien pour le territoire, et comme l'a souligné Jean-Luc en introduction, les sécheresses font partie de notre quotidien aujourd'hui. On parle quand même de sécheresse hivernale, même si pour le grand public c'est un petit peu aberrant de parler de sécheresse en plein hiver, mais toujours est-il que c'est un problème sur lequel les maraîchers sont confrontés, mais les éleveurs aussi, on y est fortement confrontés. Alors, la parole, Thomas d'abord, après Daniel, après on va par là. C'est pour savoir, vous venez de rentrer en portage d'activité avec la SIAP, si j'ai bien compris. Je crois qu'on peut faire jusqu'à 3 ans de portage d'activité. C'est combien d'années de portage vous estimez nécessaire, d'être dans une sorte de couveuse avant de reprendre l'activité à votre propre nom? Comment vous voyez les choses? Alors, comment je vois les choses? Eh bien, comme l'a souligné Jean-Luc tout à l'heure, je fais partie des éleveurs qui sont plus ou moins impactés par la problématique des aides PAC. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de répondre 1 an, peut-être maximum, en fonction de comment les choses évoluent. Si on arrive, si la SIAP arrive à obtenir les aides PAC pour l'année 2023 et derrière me dit que c'est compliqué pour les années à venir, dans ce cas-là, je ferai qu'1 an parce que je reste malgré tout, grâce aux environnementaux, sensibles aux aides PAC de façon à pouvoir me rémunérer. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, j'attends avec impatience d'Étienne Michel là, pour me dire c'est bon, on a les aides PAC vers 2023. Je voulais toujours pas arriver. Daniel? Je voulais savoir si c'était possible d'être en bio avec des terres qui viennent d'un peu partout comme ça. Oui,
J'ai mon rendez-vous Certipac avec Bio demain, et donc il n'y a pas de souci. Ce qui est important pour les collectivités, c'est notamment le zéro pesticide, etc. Et surtout d'avoir une démarche qui soit cohérente au niveau des collectivités. Alors que par exemple, j'ai des parcelles qui sont, M. Pinon est là pour le témoigner, qui sont aussi fauchées par des agriculteurs à certaines périodes de l'année, donc notamment au fauchage tardif. Mais ces agriculteurs-là n'ont pas la possibilité de rajouter des intrants ou des produits dessus. Si je peux me permettre. On a aussi déjà une zone Natura 2000 sur le Pays Vallée du Loir, donc il y a déjà un certain nombre de choses qui sont en place sur le territoire et ça vient en complément. Enfin, ça s'articule, les différentes politiques entre elles s'articulent, elles ont une cohérence, une logique. Et donc voilà, moi je ne suis pas inquiet sur l'aspect bio, je ne suis pas inquiet. Une question, Anne-Marie? C'était plus par rapport à, sur l'aspect plutôt, je dirais, viande. Quel était pour écouler Circuit court. Circuit court. Et ensuite, j'aimerais aussi sensibiliser plus de collectivités. Le souci que je rencontre, c'est pas tant la faculté pour écouler la viande. Le souci que je rencontre, c'est que les gens aujourd'hui ne savent plus cuisiner de l'agneau. On n'en mange que très peu. Et on n'en voit pas beaucoup dans la restauration collective. Ce qui fait que nos enfants aujourd'hui, des fois, ils ne connaissent même pas ce que c'est que l'agneau, ils ne connaissent pas le goût de l'agneau. Et aussi, on a un autre problème, c'est que les cantines qui achètent de l'agneau peuvent acheter des agneaux à des grossistes, mais souvent, ce sont des moutons de réforme qui sont vendus sous la viande d'agneau. Or, je pense que pour ceux qui aiment l'agneau, qui en ont déjà goûté, le mouton et l'agneau, ça n'a pas le même goût. Ce qui fait que tout de suite, on assimile l'agneau à une viande de mouton, qui est très forte en goût, alors que l'agneau peut être... Comment? Un abattoir, moi je vais aller à Vendôme. C'est la problématique aussi. En fait, en Sarthe, il y en a un, c'est à Sablé, à Domicé-Charal, et ils n'acceptent pas les agneaux bio. En fait, il y a 3 abattoirs disponibles. J'ai Thouars dans les Deux-Sèvres, et j'ai Cran, mais eux, il faut récupérer la carcasse pour faire la découpe, et j'ai Vendôme qui, lui, peut s'occuper d'envoyer la carcasse au boucher. Et pour la transformation? Pour la transformation. Transformation, pour le moment, je vais faire de la caissette, ensuite on verra en fonction de la demande ce qu'il y a. J'ai quelques petites idées derrière avec des navires, des choses comme ça, qui peuvent avoir lieu. Ouais, sur une petite question pratico-pratique, sur les points d'eau et les clôtures. Alors, qui c'est qui prend en charge? C'est la collectivité, le propriétaire des terres? Alors justement, lors de nos échanges avec les communes, on a mis en place des points d'eau qui sont de façon à ce que je puisse remplir les cuves et ensuite alimenter mes animaux. D'accord, et les clôtures, c'est pareil, c'est toi qui les as mis en place? Alors, pour les clôtures, en fait, tout ce qui est clôture fixe, donc les clôtures qui vont tenir dans le temps et sur lesquelles on a du coup des baux de 9 ans, on est sur des clôtures qui ont été installées par la communauté de communes, donc avec un budget spécifique qui est financé du coup par la région et le plan de relance de l'État en partie, et sur tout ce qui est clôture mobile, parce que du coup il y a des endroits où ça se prête pas à poser de la clôture, donc du coup là il y a une partie qui est fournie par l'éleveur et une autre partie qu'on lui a fournie également. Pour la petite précision quand même, toutes mes clôtures électriques, toutes mes clôtures mobiles sont électrifiées. Et typiquement, je prends sur l'exemple de M. Pilon parce que j'ai mis mes animaux sur une de ces parcelles, et au fait il a été convenu que dans les baux et les conventions, qu'à partir du fin mars, je dois retirer mes animaux de façon à laisser le fauchage, etc. Et donc sur ces parcelles-là, pour aussi ne pas déranger l'agriculteur qui travaille, tout est en filet mobile, de façon à ce qu'avec ces outils, il n'y ait pas de soucis aussi pour pâturer. Et pour faucher, pardon. Tu as eu combien d'argent versé par la SIAP pour ton installation en fait? Tu as eu combien d'argent pour financer ton installation? Alors, puisque je suis en portage d'activité, j'ai été contraint par une enveloppe de 60 000 € pour tout ce qui est élevage de petits ruminants. Et donc aujourd'hui, je suis à 46 plus 9, je crois, si je ne me trompe pas. Donc ça fait 56 000 €. Si je peux éventuellement demander une rallonge, je pourrais, mais bon, il faut passer par un comité de façon à ce que ça soit validé parce que toutes les dépenses sont contrôlées. Et quand même quelque chose qui est assez important, que j'ai fait mon prévisionnel en octobre-novembre 2022,
les prix pratiqués aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux inscrits dans le prévisionnel. Donc, du coup, je suis obligé de sacrifier certains postes, malheureusement, du fait de l'inflation et de l'augmentation des impôts. Mais bon, c'est la vie de tout entrepreneur, on s'adapte. Il y a d'autres questions? Juste une remarque, effectivement, Pierre ne travaille pas que pour la CCPF, il l'a dit, ni pour les communes, il a aussi tout un secteur à développer dans le privé. Et je pense qu'il y aura des entreprises sur le Pays Fléchois qui seront intéressées, j'en suis convaincu. C'est déjà le cas, voilà. Mais même au niveau de la communauté de communes, aujourd'hui on a 6 communes plus la CCPF qui ont répondu, qui ont des parcelles. On est 14 communes dans la CCPF et je pense que potentiellement à terme, il y aura d'autres demandes, d'autres intérêts. Nous, on va lancer aussi après un TEN 2, voilà, on va poursuivre les actions. Et donc je pense qu'il y a un potentiel de développement très important sur le Pays Fléchois, à mon avis, voilà. C'est une petite note d'optimisme, mais très réaliste parce que je pense qu'il y a vraiment, et je pense que la presse qui va se faire le relais de cette action va permettre aussi justement que des chefs d'entreprise se mobilisent, parce qu'il y a une vraie demande, je suis convaincu. Bien, je l'espère.